napesi bino mbote bino balandi nyonso ya chaîne na bino lelo nazali na libaku malamu pe na esengo yango bwana kosalela bino bon ok batwana batikali ko ya basoso pone botaka maki pasi ko sanate iza pina ba risque iza place mususu dusu eza muke o risque pe okwei 3 à 4 personnes de siba koyi kuna na bino rochevu ya esengo pona ngam ko okwei 3 à 4. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Moi c'est Atalo, une émission qui reçoit pour vous des grandes dames, des notoriétés aussi, des autorités dames, des dames entrepreneurs, des dames dans le monde, c'est pas moi, de cas politique, d'affaires et consorts, tout. Mais là, en face de nous, nous avons aussi une dame, et je ne sais pas comment dessiner son parcours. Elle est tellement grande, elle pèse beaucoup, son CV pèse. Je me suis dit, il nous faut toujours affronter cette dame avec des questions ensemble avec mon confrère Roger qui est avec moi. Et cette émission, vous allez la suivre dans des chaînes de télévision différentes. Et là, vous allez être éclairé sur la lauréate 4e édition au trophée panafricain de la femme de Valère. Je m'avais salué Roger. Bonjour Roger. Bonjour Sorida. Bonjour à notre invité, Maman Régine. Bonjour. Voilà, Maman Régine, nous y sommes, moi et Roger qui est là. Et je pense que vous allez nous supporter quand même. On vous a vu pour la première fois et dans la soirée Moi c'est Atalo, vous avez été publicité comme la meilleure femme au prix de l'innovation, de l'excellence entrepreneuriale d'ici et d'ailleurs. On voulait d'abord savoir vos impressions et qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Mais j'étais très flattée. Et comme j'ai dit ce jour-là, c'est parce que je suis à l'étranger et puis j'ai reçu plusieurs prix à l'étranger. Et recevoir un prix de mon pays, ça part tout droit au cœur. C'est-à-dire, on dit, c'est contre l'adage qui dit « nul n'est prophète chez soi ». Et voilà, moi je suis prophétesse chez moi. Et je suis très contente et je vous remercie de pouvoir prendre cette initiative, d'aller dénicher même les femmes qui travaillent mais qui sont dans l'ombre. En tout cas, coup de chapeau. Voilà, beaucoup de nos téléspectateurs à cet instant ici se posent la question, qui est-elle exactement et vient d'où? Est-ce qu'elle peut parler d'elle-même? Bien sûr que c'est difficile de parler de vous-même. Et qui êtes-vous? Mais mon nom c'est Régine Alende Tchombo Congo. Alors, je suis née d'une famille très nombreuse. Mais à partir de mon jeune âge, j'avais une vision d'aller plus loin. Même quand j'étais enfant, je savais que j'allais être plus loin. Alors, mais voilà, j'ai étudié à l'université de Lubumbashi. J'ai distingué 5 fois. C'est-à-dire chaque année, je sortais avec des distinctions. Et on m'a retenu professeur assistante. J'enseignais le français et puis la logique et le civisme. Et après, je suis partie en Afrique du Sud pour faire mon doctorat. Et de l'Afrique du Sud, je me retrouve au Canada. Et là où, à peine arrivé, je voulais continuer mon doctorat, mais on a évalué mon doctorat à la baisse. Et je ne me suis pas découragée, j'ai repris la maîtrise. Et en reprenant ma maîtrise, toujours ma vision, j'ai voulu, parce que quand j'atterrissais, quand je savais que j'allais partir au Canada, je me suis dit, je pars au Canada pour aider le Canada. Alors ça, c'était fou, mais c'est ça. Il dit, je ne veux pas mendier au Canada, mais je vais aider le Canada, je vais aider le gouvernement canadien. Et juste en arrivant, j'ai créé le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Et voilà, d'une petite chose à partir de ma cuisine, et nous sommes là où nous sommes. Alors c'est ça. Voilà, et je pense que Roger était
Maman Régine, ça fait combien d'années que vous êtes au Canada avec cette plateforme? Oui, j'ai 26 ans au Canada et le centre, ça fait 25 ans que ça existe. Alors toute cette année 2023, nous allons fêter les 25 ans de création de centres d'encadrement pour jeunes femmes migrantes. Certes, cette plateforme, il y a eu du positif et des négatifs. Moi, j'aimerais beaucoup plus toucher les négatifs parce que si la plateforme existe, c'est que vous avez pu accepter tout ce qui pouvait arriver. Mais les côtés les plus faibles que vous avez pu retrouver dans votre parcours, c'était... Mais les côtés les plus faibles, c'est facile. J'arrive en 97 et à 98, je fonde les centres. Sans argent. Pourquoi vous vous êtes inspiré de ces centres? Alors, je me suis inspirée parce que je suis arrivée, quand je reprenais ma maîtrise, j'ai vu des jeunes femmes qui ne savaient pas déboussoler. Et moi, j'étais avec 2 jeunes filles. Ce sont ces jeunes femmes qui sont venues me voir. Ils disent, est-ce que nous pouvons vous prendre comme notre marraine pour nous conseiller? Alors, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'ai commencé à les écouter, elles avaient toutes sortes de problèmes. Et jusqu'à me demander si elles peuvent dormir chez moi et tout. J'ai accepté. Et c'est alors que j'ai dit, en bas, c'est là où le Seigneur m'a envoyé. C'est pour m'occuper de ces filles-là qui ne savent pas, qui n'ont pas de parents. Alors là, j'ai appelé immédiatement quelques amis pour dire, nous allons créer les centres pour les jeunes femmes immigrantes. Mais à un certain moment, elles m'ont abandonné, elles ont laissé, elles ont vu que ça ne va pas aller loin. C'est difficile, mais moi-même, j'avais une vision. C'est pour cela que la vision que vous avez, il n'y a personne d'autre qui va comprendre. Il n'y a que vous-même. Alors, personne ne m'a cru, ni même mon mari, personne, ni ma famille, mais moi-même. J'ai cru en moi-même, je savais. Alors vous m'avez, pour répondre à votre question des difficultés, la première chose c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent. Comment est-ce qu'on va faire un business sans argent? Mais moi, en m'accrochant à cette vision-là, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je transforme ma cuisine en bureau. Alors là, sans argent, j'ai mon bureau qui est la cuisine. Alors la deuxième chose, difficulté, on ne me connaît pas. On ne connaît pas ces centres-là. Oui, et je suis immigrante. Congolaise aussi. Oui, congolaise, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose dans une société où on ne te connaît pas? Un pays à sous-développé. Oui, alors moi je me suis dit, bon, je vais me faire connaître. Je vais me faire connaître. Alors à chaque fois qu'il y avait une conférence quelque part, un séminaire quelque part, toute la journée, je ne cherchais que ces endroits-là. Et là, j'assistais. Quand j'assistais à ces endroits-là, à la conférence, et croyez-moi, ce n'est pas pour la conférence, hein, mais c'est pour me faire connaître. Alors la première personne qui posait la question, c'est moi. Et ma question, ce n'est pas pour arriver à la question, je me suis déjà présentée. Regina Lende Tchombo Congo, la directrice générale du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Alors là, les gens commencent à regarder parce que c'est la toute première personne qui a créé un centre pour jeunes femmes. Donc vous êtes la première? La première. Au Canada? Au Canada. Dans quelle ville, par exemple? Oui, à Montréal. Ok. Oui. Alors là, je me suis fait connaître comme ça, en assistant à ces choses, à ces événements-là. Et notre difficulté, c'est le racisme. Moi, je ne croyais pas. Ce qui m'a sauvé, c'est que je ne croyais. Je sais que ça existe. Alors, je sais que c'est pour cela que je suis au Canada. Je vais lutter contre le racisme. Mais je ne voulais pas que ça me pèse. Alors, j'ai dit, si ça existe, on va ouvrir les portes. Alors, on a rencontré les difficultés
dans ce cadre-là de racisme. On a rencontré la discrimination, parce qu'on parle beaucoup plus de la discrimination. Alors, et là, il faut avoir un salaire. Comment est-ce qu'on va travailler? Je ne fais plus rien, j'ai terminé ma maîtrise et il faut vivre. Mais moi, j'ai tout abandonné. J'ai même oublié qu'il fallait s'inscrire pour l'aide sociale. Mais j'ai fait 3 ans sans rien et on vivait de la bourse de mon mari. Alors là, je travaillais seulement pour faire avancer les centres. Oui. Alors, il faut aussi chercher être dans un réseau. Il faut être dans un réseau quelconque. Alors, moi, je me taillais des réseaux des immigrants, mais voilà, je suis là dans les réseaux des immigrants. Ce n'est pas facile. Dans un nouveau pays, vous êtes une femme, vous êtes immigrante, vous êtes noire. Et la plupart d'endroits où je me trouvais, j'étais la seule noire. Et puis, à ce moment-là, les Québécois n'étaient pas encore ouverts. Alors, pour s'asseoir à côté, je ne connaissais personne. Alors, avec le courage... C'était difficile. Oui. On parlait l'anglais ou le... Non, le français. Okay. On parle le français, mais c'est difficile. Nous parlons puisque... Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile à comprendre toutes les phrases ici. Alors, c'est moi qui ai levé les gens. Moi, je ne connais pas la honte, je ne connais pas les jeunes. Et moi, je vois mon objectif. Alors, pour atteindre mon objectif, il faut approcher les gens. Alors, je dis bonjour madame à côté de moi. Alors, vous voyez quelqu'un, vous regardez, bonjour. Alors, vous savez vous-même qu'elle ne vous accepte pas. Mais moi, je m'en fous qu'elle ne m'accepte pas. Je vais me faire accepter. Alors, oui. Alors, comment ça va madame? Est-ce que je peux avoir votre carte? Alors, elle me donne la carte. Donc, à chaque fois que j'étais quelque part, je ne sortais pas bredouille. Alors, je peux prendre 1 heure pour parler des difficultés, mais peut-être au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais dénicher certaines difficultés d'autres. Mon confrère Sorida prenne la question. J'aimerais savoir, vous, lorsque vous vendez votre image, vous vendez aussi directement avec l'image de votre pays, qui est le Congo, ou vous vendez l'image de Madame Régine, pour que vous soyez accepté dans l'orbite où vous y étiez? Oui, alors pour vous dire vrai, je vends l'image des immigrants. L'image des immigrants. Personne. Oui, non, c'est tout le monde. C'est ça que... D'abord par vous, lorsqu'avec votre présentation, vous êtes Madame Régine, oui. Des nationalités congolaises. Je n'avance pas ça à tout moment. Je vends l'image des immigrants. Parce que dans mon centre, les jeunes femmes immigrantes, c'est de 5 continents. Okay. Alors, quand les gens me voient, ils croient que ce sont des Africaines qui sont beaucoup plus nombreuses. Là, on va parler des obstacles ethniques. Alors, les Africaines ne comprennent pas vite comme les autres. Alors, c'est ça. Alors, je me suis retrouvée avec des Européennes, Europe de l'Est, des Latino-Américaines et des Asiatiques dans mon centre. Et quand les gens viennent, ils trouvent, c'est comme une petite Nations Unies dans mon centre. Mais quand je me présente, oui, je suis Régine Alende Tshombo Congo, je suis originaire du Congo. On ne peut pas oublier son pays d'origine. Oui, je suis originaire du Congo et voilà. Il y a même les articles que vous avez lus, que je vous ai envoyés peut-être, qui dit Régine Alende Tshombo Congo, la Congolaise qui a imposé sa vision communautaire au Québec. Alors, donc, le Congo va de soi. Alors, pour parler, quand la guerre a commencé, on ne parlait pas de la guerre au Congo, on ne parlait pas de viol. Et c'est comme si le monde entier a reçu une consigne pour ne pas parler de ça. Mais moi, je me suis levée. Je me suis levée pour organiser des conférences. J'ai associé les réseaux, comment on appelle ça, c'est le mouvement des femmes.
Avec vos propres moyens, avec les moyens du centre toujours. Oui, oui. Alors, je les ai associés. Cette fois-là, c'est individuel. Oui. Individuel. Je les ai associés, les réseaux de femmes et tout, pour pouvoir parler des viols contre les femmes congolaises. Et j'ai circulé, on m'a invité dans les écoles pour parler de ça, pour sensibiliser aussi les élèves. Alors c'est après ça qu'on a commencé, que les médias ont commencé à s'intéresser petit à petit à ce qui s'est passé au Congo. Mais je le faisais en tant que Congolaise, bien sûr. Et moi, je voulais savoir, Roger, quelles sont les avancées significatives, ce sont les difficultés et consorts, après 25 ans aujourd'hui. Madame Régine, je dirais, c'est une fête des 25 ans d'existence du centre. Oui. Ce sera une grande fête. Oui. Et quelles sont les avancées là où c'était difficile et que vous avez pu amater, vous avez pu réussir pour, comment dirais-je, pour imposer votre marque. Oui, des avancées, il y en a beaucoup. C'est comme j'ai dit pour les difficultés. Alors, à peine, on m'a nommé porte-parole des organismes communautaires en matière d'égalité. C'est le ministère des Conditions féminines qui m'a fait cette nomination-là. À peine 3 ans, 2 ans après la création du centre. Mais voilà, je suis la porte-parole des organismes communautaires. Alors, je faisais passer le message. Mon message, ce n'était pas seulement pour les femmes, mais c'était pour tous les immigrants aussi. Voilà. Pourquoi, oui. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à vivre la discrimination? D'abord, pour être employé et travailler, il faut être parfaitement bilingue. Mais nous avons choisi le Québec parce qu'on parle le français. Alors nous sommes venus, la plupart sont venus de pays francophones. Alors pour pouvoir nous embaucher, il faut qu'on soit parfaitement bilingue, parler très bien la langue et parler la langue anglaise et la langue française. Alors j'étais dans tous les plateaux pour dénoncer cela. Et pour le moment, on n'y demande plus qu'on soit parfaitement bilingue pour ça. Alors il y a d'autres choses pour les immigrants. Il y a des femmes parrainées. Les femmes parrainées qui vivent des difficultés à partir de leur mari. Alors ces femmes-là ne peuvent pas travailler, les femmes-là restent à la maison, mais nous avons lutté pour que les femmes parrainées puissent travailler, profiter de la vie comme leur mari. Alors, nous avons trouvé, quand les filles arrivaient, il n'y a aucune structure pour aider celles qui viennent d'arriver, pour la nourriture et pour tout ça. Mais oui, le temps de trouver de l'emploi, on passe beaucoup de temps à la maison. Nous avons créé une structure de pouvoir donner de la nourriture à ces filles-là, parce que la plupart ne voulaient pas se mettre en rang pour aller chercher la nourriture. Mais quand elles voient que c'est dans un centre où il n'y a que des filles, elles viennent. Et pour le moment, nous recevons plus de 800 personnes par semaine. Et c'est très très bien organisé, et elles ont l'uniforme, les bénévoles, et c'est très propre. Et même les bacs, qu'il y a une des responsables des bénévoles que j'ai embauché, c'est très propre, et les gens copient ça, copient ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, il y a plusieurs associations qui donnent de la nourriture, mais nous donnons avec innovation, nous donnons dans la façon d'éduquer. Quand on veut que les immigrants trouvent de l'emploi, il n'y a pas d'emploi pour les immigrants. Il y a la discrimination systémique. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Si les immigrants n'ont pas d'emploi, les femmes immigrantes n'ont pas d'emploi, elles peuvent créer leur propre emploi. Et nous avons sensibilisé ces femmes-là et les partenaires pour qu'il y ait des cours d'entrepreneuriat chez nous.
Et nous avons regardé que la plupart des migrants, immigrantes, elles se marient vite. Et quand elles se marient, elles ont des enfants. Et si elles ont des enfants, elles restent avec des enfants à la maison. Elles ne peuvent pas aller travailler. C'est le mari qui part travailler. Et nous avons dit, si ces femmes-là viennent à notre centre avec leurs enfants et suivre les cours d'entrepreneuriat en garderie, comme ça, elles vont ouvrir leurs propres garderies. Okay. Alors, elles vont se garder les enfants les unes les autres et elles vont créer de l'emploi et d'autres qui vont trouver des places où laisser les enfants parce que même là, pour la garderie, il y a la discrimination. Il faut inscrire l'enfant 2 ans ou même l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il faut l'inscrire. Et ceux qui sont pénalisés, ce sont des femmes immigrantes. Alors là, on a commencé à donner ces cours-là. Beaucoup ont créé leurs propres garderies en milieu familial ou bien en installation parce qu'il y en a qui ont commencé avec 50 enfants. Et avec le temps, les gens commencent à nous imiter. Parce que nous avons fait ça. Alors, d'autres choses qui freinent les immigrants, c'est la technologie. Alors, dans le domaine des technologies techniques, ce qu'on appelle les métiers non traditionnels, il y a beaucoup d'emplois là-dessus. Mais les immigrants, les femmes immigrantes ne possèdent pas ces compétences-là. Alors, nous avons fait tout pour les sensibiliser à laisser leurs diplômes, quel que soit le diplôme de médecin, d'ingénieur, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas avoir le travail demain pour vos diplômes-là. Alors, tournez-vous vers les métiers non traditionnels. Alors, elles se sont tournées vers les métiers non traditionnels. Il y en a qui ont trouvé de l'emploi. Et puis, arrive finalement, je regardais une émission de télévision, je vois le numérique, je vois en Afrique, comment les gens utilisent le numérique, le codage. Parce que, comme je l'ai dit ce jour-là, sans le numérique, l'avenir est nulle part. Alors moi, je dis, ah bon, ça c'est une occasion pour que les femmes immigrantes puissent s'intéresser au numérique. Alors on écrit le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, les virages numériques. Alors il faut aller chercher des sous pour ça. Croyez-moi ou pas, je suis partie dans le ministère de l'innovation pour leur dire, et voilà, j'ai trouvé un créneau qui peut aider les immigrants à se préparer pour avoir de l'emploi. C'est moi qui leur ai appris. Ils n'avaient même pas commencé. Le programme est là et tout ça, mais le programme est là. Mais le besoin est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'y adapter. Oui, alors là, je suis rentrée bredouille et pas bredouille, mais je leur ai appris quelque chose, que vous êtes en retard. Moi, je dis, regarde en Afrique ce qu'ils sont en train de faire. Mais le Canada est encore en retard. Alors là, j'ai appelé le ministère, j'ai appelé le ministre. Alors j'ai dit, j'ai été voir les fonctionnaires et les numériques. Vous avez les programmes de numérique, vous n'avez pas encore commencé. Mais moi, j'ai un projet. J'ai un projet, j'ai besoin d'argent pour sensibiliser les femmes et leurs familles au codage, au numérique. Ils m'ont donné cet argent-là, alors j'ai commencé, je suis parmi le premier organisme communautaire qui a introduit le numérique dans le communautaire. Parce que alors moi je dis, même dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait le numérique. La ville de Montréal a vu ce projet-là. Alors, il m'a proposé, c'est la ville de Montréal qui m'a appelé. Madame, nous avons vu votre projet, nous allons vous donner l'argent pour pouvoir faire ce projet-là. Alors, ils m'ont donné l'argent. Alors, c'était un projet qui sensibilise et les jeunes, et les femmes, et les hommes. On va parler beaucoup plus, on va mettre beaucoup. Et je vais terminer par cette avancée-là. Oui. J'ai des employés qui sont là. Moi, je ne les appelle pas des employés, ce sont mes collègues. Okay. Oui, ce sont mes collègues qui travaillent. J'ai créé un milieu de vie où, même si la personne est à la maison, elle a hâte de venir travailler.
J'ai créé une atmosphère qu'on se sent à l'aise de travailler. Si vous voulez avancer, mettez à l'aise vos collègues qui travaillent avec vous. Alors vous allez pouvoir, et c'est pour cela que j'ai dit, je suis ici, mais ces femmes-là travaillent parce que je les mets à l'aise. J'ai tout renouvelé. Il y a la technologie de la pointe que mes collègues employés utilisent. Alors, c'est ça que je peux dire comme avancée. Au fur et à mesure, je vais ajouter d'autres, si vous le voulez. Il y a à boire et à manger sur ce point. En fait, moi, je voulais ajouter un autre truc, toujours en complicité avec Roger. Oui. Oui. En Afrique, et presque tout le monde, je dis d'abord de l'Afrique, nous rêvons d'aller au Canada. Il y a des géloteries, il y a des ceci, c'est là. Le Canada appelle les gens. Et tout ce qu'on reçoit comme SMS, messages qu'on reçoit sur le Canada, les offres. Mais quand Madame nous dit qu'au Canada, d'abord, c'est difficile, les racismes et consorts, c'est pas facile d'avoir un travail. Madame, est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui nous parvient comme géloterie, il faut aller au Canada, on ne refoule pas, il y a les avantages, mais vous entendre parler, le Canada n'est pas facile. Voilà que vous êtes battu bec et ongle pour défendre presque, presque les immigrants, de par-ci par-là, de partout dans le monde. Un mot par rapport, soit essayer un peu de nous éclairer sur ces points-là, pour décourager peut-être les gens qui rêvent aller voir le Canada et puis mourir, c'est fini. Franchement, le Canada, par rapport aux autres pays, c'est un pays où il fait beau vivre. Par rapport en France, Belgique et tout. Parce que le Canada, dès que vous êtes accepté, le gouvernement, les lois mettent tout à votre disposition pour dire qu'il n'y a pas de différence, donc il faut vous battre comme les autres pour avoir votre place. C'est ce qu'on dit. Mais apparemment, il y a quand même la discrimination systémique, qui a le système qui est déjà là, comme l'ordre des médecins par exemple. Comment vous allez entrer là? Le gouvernement dit que ce n'est pas lui, c'est le système. L'ordre des ingénieurs, des avocats. Alors c'est difficile d'y entrer. Hein? Mais pour d'autres choses, c'est vraiment si vous avez la vision, si vous avez les compétences voulues, alors si vous trouvez un organisme comme le mien qui va vous accueillir pour vous dire quoi faire, quoi ne pas faire, ça vous allez aimer le Canada. Mais il y a la plupart des gens qui tombent comme les gens dont vous vouliez parler entre guillemets, et ça, ils ont attendu que le Canada, c'est ça. Et quand ils arrivent au Canada, elles tombent dans, je dis les personnes, tombent dans les réseaux négativistes. Réseaux négativistes, non, ici il faut faire la manufacture, vous n'allez pas trouver de l'argent. Et vous allez faire la manufacture pendant 10 ans, 20 ans, vous n'êtes nulle part. Ou bien d'autres réseaux négativistes dont je ne peux pas parler ici. Alors vous êtes entraînés dans le négativisme. Alors vous allez continuer à faire ça, les réseaux, vous faites les manufactures, l'argent que vous avez, c'est pour acheter des habits, c'est pour prendre les photos, c'est pour envoyer au Congo et tout. Alors, mais quand vous arrivez, quand on vous accepte, là moi je parle d'abord quand on vous accepte et que vous êtes tombé dans de bonnes mains, vous allez vous en sortir parce que... Dans le système. Oui, dans le système, comme passer par notre organisme. Il y en a qui sont là, qui fait 3 ans, 4 ans, ils ont déjà acheté la maison. Hein? Pendant les 4 ans, ils ont un programme, mais il y en a qui partent sans programme. Ce dont vous parlez du Canada, moi je suis presque dans l'immigration parce que je m'occupe de jeunes femmes immigrantes. Je ne vois pas ces réseaux-là où il faut le Canada appelle, le Canada, tout ça. Mais ce que je sais est que si vous immigrez normalement, peut-être les étudiants, oui. Le Canada a besoin de beaucoup d'étudiants pour le moment. Vous pouvez vous inscrire et ces étudiants-là,
Okay. J'ai parlé des étudiants d'ici le mois de septembre. Oui, les étudiants peuvent arriver étudier au Canada, pas dans les grandes villes, dans les régions. Alors le Canada... On appelle ici province. Oui, oui. Alors ils ne vont pas payer comme les étudiants étrangers qui payaient il n'y a pas longtemps là. Alors ils vont payer comme des Canadiens. Alors ça dépend, il faut aller dans les sites du Canada pour voir. Normalement, je crois que les parents doivent montrer qu'ils ont des subsides. Alors, et quand ils arrivent, automatiquement, ils sont là, ils sont considérés comme des étudiants canadiens. Alors, d'autres, vous avez parlé de loterie, moi je pense que ça marche bien aux États-Unis, mais s'il y en a qui sont venus au Canada par le canal de loterie, je ne les ai pas encore vus, peut-être qu'ils sont là. Mais aux États-Unis, oui, les gens partent là-bas. Mais c'est ça, moi je ne peux pas dire aux gens comment y aller, mais allez-y normalement et appliquez, parce que les gens n'ont pas la patience. Appliquez comme résident permanent. Il y a beaucoup déjà des Européens qui attendent 2 ans pour pouvoir recevoir sa résidence permanente et pour aller au Canada. Non, je vais ajouter un truc par rapport à ce que maman vient de dire. Nos émissions passent dans des chaînes internationales. Quand Madame Régine est en train de dire que voilà, donc à vous entendre parler, c'est-à-dire votre centre est un centre aussi d'orientation. Lorsque les immigrants arrivent, donc si vous allez au Canada, il faut peut-être être dans de bonnes mains pour être orienté. Oui. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Comment vous joindre? Comment trouver votre centre? Peut-être il y a quelqu'un qui peut arriver au Canada et conseiller non, ok, c'est une opportunité, mais pourquoi ces journalistes-là ne posent pas la question? Comment avoir comment avoir des centres? Comment être orienté? Oui, ils sont déjà là et puis ils sont dans ce genre de difficultés. Okay. Oui, oui. Le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, en sigle CEJFI. Alors, quand vous partez à l'Internet, alors vous pouvez dire cejfi.org. Vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Sinon, vous tapez seulement mon nom, Regina Lende Tchombo Congo, vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Alors, appelez-nous parce que nous, pour le moment, on n'est plus seulement au Canada. Nous sommes à l'étape de transfert de connaissances. Alors c'est pour cela que nous organisons le Forum mondial de l'entrepreneuriat féminin et qu'on va inviter tout le monde entier. La plupart des pays vont être représentés. Alors même ce que nous faisons là-bas, on peut créer des partenariats avec d'autres personnes qui sont dans d'autres pays pour que nous puissions venir et transférer nos connaissances, c'est-à-dire former des formateurs et des formatrices pour pouvoir faire ce que nous faisons au Canada. Donc, j'ai donné les coordonnées, comment nous atteindre. Voilà, je pense qu'on va toujours y revenir par rapport aux coordonnées. Moi, ma question est celle-ci. Comment vous trouvez, lorsque vous faites vos sélections, il y a des Africains, des femmes africaines, la majorité sont de quel pays et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces femmes-là lorsque vous voulez, je dirais, coacher, parce que vous êtes aussi appelé à ça, lorsque vous les coachez pour les orienter, voilà ce qu'il faudra faire pour être protégé dans ces pays, pour avoir des avantages. La majorité sont de quel contraint, quel pays? Bon, je veux parler d'abord de jeunes femmes immigrantes. Alors, quand on a parlé de discrimination, les jeunes sont discriminés par le système. Les femmes sont discriminées aussi par le système. Et les immigrantes sont discriminées par le système. Alors là, nous allons partir à ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et parmi ces gens, ces ethnies, il y a des ethnies qui ont les bagages cumulés de difficultés. Et si vous voulez, au Canada,
les personnes qui ont beaucoup plus de difficultés, c'est les Noirs. Après les Noirs, oui, après les Noirs, c'est les Arabes et puis. Alors, les Noirs sont au bas de l'échelle. Alors, et parmi les Noirs, ce sont des Noirs africains. Les Noirs africaines et africains, qui sont encore au plus bas, au bas de l'échelle. Et pourquoi? Pourquoi ça? C'est qu'on a constaté, la première chose, oui, on est discriminé à cause de la couleur de la peau, oui, c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que moi je dis toujours qu'on ne peut pas jeter la pierre seulement aux autres, mais c'est à nous. Là, ce que je viens de dire aussi, ce sont des réseaux, nos réseaux à nous. Quand on vous invite, venez au Canada, tout ça, nous avons déjà créé nos réseaux négativistes. Où vous entrez dans ces réseaux-là, vous n'allez pas progresser. Et à part ces réseaux, il y a des traditions. Nos traditions, la religion. Surtout ça. Oui, c'est ça. Et pour dire, l'homme, c'est d'abord l'homme. Hein. L'homme, c'est le chef de la maison et tout ça. La femme ne peut pas faire ça. La femme ne peut pas sortir. La femme, alors, elle sort dans cette prison-là de traditions. Et ensuite, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire pour ça. En tant que la femme noire, moi, je ne suis pas une personne qui peut dire « Eh voilà, je suis là, je suis là ». Non, non. Quand je vois quelqu'un qui a des difficultés, je peux vous approcher gentiment, calmement. Vous avez des difficultés? Est-ce qu'il y a moyen de m'appeler et venir à mon bureau? La personne ne va pas, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle est noire comme moi? Qu'est-ce que... Alors, manque de confiance, totalement, totalement, contre la personne qui est comme toi. Et comme vous, je m'excuse. On manque entièrement la confiance. Et moi, je ne peux pas suivre. Et c'est pour cela que dans mon centre, on va trouver beaucoup plus d'Arabes. Elles ont compris, qui avancent dans la vie. On va trouver beaucoup plus de latino-américaines, beaucoup plus des européennes que les Africains. Alors, vous avez... Africains noirs aussi. Oui, que les Africaines noires, subsahariennes. Alors, il y a à chaque fois dans nos rapports, c'est du genre de complexe? Oui. Alors, c'est Madame Régine, elle est noire comme moi. Ou bien on n'a même pas encore vu. Un jour, il y a une femme qui est venue, elle est entrée dans mon bureau. Madame, je veux voir la directrice générale. Je dis, ah bon, attends un instant, assis-toi. Assis-toi, je vais appeler la directrice générale. Madame, quel est votre problème? Mais moi, je veux voir la directrice. Je dis, mais c'est moi la directrice. C'est moi la directrice. Alors, il y a une femme congolaise aussi. Quand je l'ai intéressée, parce qu'elle avait des problèmes, elle voulait créer son entreprise, elle était dans les difficultés. Alors, je l'ai intéressée, dit, viens chez moi, je vais vous aider. Ah, je vais venir. Alors, un jour, elle passait. Alors, je dis, est-ce que vous passez ici? Mon bureau est ici. Eh bien, au Kangina noté. Ça veut dire... Tu n'as pas fermé? J'ai dit, fermé pour aller où? Alors, on fait beaucoup. C'est pour cela que nous avons expliqué au gouvernement pour dire l'entrepreneuriat des femmes, oui. L'entrepreneuriat des femmes immigrantes, des femmes d'abord, les immigrants ne se retrouvent pas dans l'entrepreneuriat des femmes. Parce que quand les immigrants entrent là-bas et les gens qui les reçoivent parlent avec, comme c'est devant toutes les femmes, les immigrants ne se retrouvent pas. Les immigrants ne comprennent pas, les immigrantes plutôt, ne comprennent pas beaucoup de choses qu'on dit. Et pourtant, nous
nous sommes comme elles, nous connaissons leurs besoins. Quand on leur parle, elles comprennent. Et quand il faut les accompagner, on ne dit pas au Canada, non, alors allez dans 17e rue, vas-y là-bas, vous allez voir les bureaux tels, les salons d'honneur. Mais nous, on accompagne la personne jusqu'à la 17e rue. Alors quand on va voir qu'elle est capable de s'envoler de ses propres ailes, on la laisse s'envoler de ses propres ailes. Expliquer au gouvernement. L'entrepreneuriat des femmes immigrantes, on a travaillé. Maintenant, il faut des financements pour l'entrepreneuriat des femmes africaines. Et le gouvernement nous a financé à l'auteur de 3 millions de dollars, parce que nous sommes des organisations pendant 4 ans, pour accompagner les femmes africaines. Alors ça commence par la sensibilisation, le faire comprendre, ça commence par la formation et ça commence par, on appelle ça un travail d'équipe, de laboratoire, pour qu'elle se retrouve avec tout le monde. Donc c'est en quelque sorte un bureau d'études où vous êtes là pour essayer de coacher la personne ou comment? Je ne dirais pas un bureau d'études, c'est comme une école. Ça s'appelle le campus, le campus d'entrepreneuriat féminin. Alors le campus d'entrepreneuriat, oui, il y a la formation et il y a le CIFA qui est le centre d'innovation de femmes afro-entrepreneurs. Et il y a l'entrepreneuriat de femmes immigrantes. Madame, là c'est toujours au Canada? Toujours au Canada, oui. Vous n'avez pas d'autres antennes dans notre pays? Oui, ça commence. Quand je suis venue ici, j'ai des pourparlers avec une association pour pouvoir faire ça ici au Congo. Mais sinon, pourquoi ne pas aller directement à travailler avec le gouvernement, comme vous l'avez dit? Au Canada, vous travaillez directement avec le gouvernement. Parce que vous savez, avec la réalité congolaise, où lorsque vous êtes dans une association avec quelqu'un, demain il va vous rouler, il va faire ça. Pourquoi ne pas parler directement avec le gouvernement, montrer-leur cette réalité-là? Parce que vous savez, grâce à vous aussi, si vous le permettez que je le dise ainsi, ces Africains-là ont une référence pour dire, grâce à Maman Régine, je suis ce que je suis aujourd'hui. Il y a des témoignages, par exemple, ou n'importe quel pays africain. Ici aussi, il y a aussi ces femmes qui ont cette vision que vous pouvez les accompagner pour atteindre l'objectif. Mais passant aussi par les associations, vous êtes sans ignorer la réalité de l'homme noir congolais aussi. Pourquoi ne pas taper directement à la porte, frapper à la porte du gouvernement et puis travailler en synergie pour que les choses aillent à bon train? Oui, c'est une bonne question. Alors qu'il faut réfléchir pour donner la réponse. Oui, mais... Parce qu'avec votre logique, vous êtes vraiment discipliné avec votre philosophie. Aller avec un individu, s'il n'est pas dans votre vision, ça risque de capoter. Non, on est en train... C'est une personne qui a déjà été au Canada, qui a vu ce que nous faisons. Peut-être par le truchement de cette personne-là, on va atteindre le gouvernement. Et parce que moi, on a 2 projets, entrepreneuriat et les projets politiques aussi, avec cette femme, de sensibiliser les femmes à faire la politique. Alors, donc, madame a aussi des ambitions politiques? Ce n'est pas nécessairement avoir les ambitions politiques. Nous, on va rester dans ce que nous avons. C'est équiper les gens. Booster les femmes. Oui, équiper. Alors, parce que si les femmes ne se mêlent pas de la politique, on n'aura pas beaucoup de solutions. Moi, je prétends d'abord que le moment où les femmes vont prendre les rênes de pouvoir, il n'y aura pas assez de guerre. Je voulais ajouter aussi une question sur la vôtre. Si les pays veulent vous assister dans ce que vous faites ailleurs, ils peuvent vous assister sur quoi?
Oui, moi, qu'est-ce que je vous ai dit au Aussi, début? les pays vous poser la question, madame, tout ce que vous faites là, ailleurs et consort, voilà, c'est très bien, consort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce Si que les l'on peut gouverneurs apporter comme apport? Oui, qu'est-ce que le gouvernement peut vous apporter comme apport? Qu'est-ce qu'on peut vous ajouter sur ce que vous faites déjà? Oui, alors, pour bien répondre à cette question-là, souvent, quand je réfléchis au Canada, je suis venue au Canada dans un pays développé. Et ce que je vous ai dit au départ, je me suis dit, je pars aider le Canada. Je pars aider le gouvernement canadien. Et je suis arrivée, j'ai trouvé des opportunités, j'ai trouvé des portes qui étaient ouvertes, qui m'ont écouté et qui ont utilisé ce que moi je leur ai dit de faire. Alors ils sont là et on est des partenaires. Alors je ne sais pas, en revenant ici, je veux revenir, je vous ai parlé de transfert de connaissances. Est-ce que je vais trouver la même opportunité? Je vais trouver des personnes qui vont m'écouter. Je vais trouver des personnes qui vont dire oui, ce projet est viable, nous allons le faire. C'est ça ma question. Mais moi, je suis disponible. Je ne suis pas là pour demander au gouvernement aidez-moi. Non, je n'ai pas demandé au gouvernement canadien de m'aider. Vous accompagnez peut-être? Oui. Alors, je suis là pour que les gouvernements et moi travaillions ensemble pour faire avancer ce pays-là. En commençant par la cause des femmes. Moi, je suis la tête là, c'est comme si je suis en train de pondre des projets à tout moment. Comme les projets d'entrepreneuriat de femmes. D'une façon pratique. D'une façon où on travaille et on a des résultats. Comme des projets de politique. Oui, quand on va sensibiliser les femmes, même les femmes qui sont déjà en politique, elles ont besoin d'être formées. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire au Canada. Et on a travaillé fort au Canada jusqu'au moment où, pour l'année passée, il y avait beaucoup de femmes et de femmes congolaises qui ont été élues dans toutes les instances. Au Canada. Parce qu'on a travaillé. Moi, je représente le Canada à l'ONU des femmes. Quand je suis arrivée à l'ONU des femmes, j'ai intervenu pour sauver des femmes qui sont déjà en politique, qui ne pouvaient pas parler de ce que... Est-ce que madame a toujours la nationalité congolaise? De ce que, mais je suis congolaise, il n'y a personne qui va m'arracher cette nationalité-là. Je suis congolaise, oui. Alors, à l'ONU des femmes, à l'ONU, on a fait, les femmes politiques, on a dit, moi je vais assister à cet atelier-là, des femmes parlementaires. Et puis on a parlé, et puis moi je dis, je vais poser la question. Non madame, non. Je dis, mais non, comment? Je dois poser ma question. Parce qu'il y avait des ministres, il y avait tout ça. J'ai dit, mais je suis une personne. Non, madame, en anglais. Mais non, moi je représente le Canada. Le Canada, c'est un pays bilingue. Moi, je vais poser ma question en français. Alors, madame, on te donne 2 minutes. Alors, 2 minutes, j'ai posé ma question. Parce que j'ai attendu ces femmes-là qui sont canadiennes, non seulement canadiennes du monde entier, qui sont élues, qui sont dans les cabinets, et là, elles sont discriminées. Alors moi, j'ai dit, mais regarde, qu'est-ce que moi je vais dire aux femmes congolaises? Parce que vous êtes des modèles, et vous acceptez d'être discriminées. Alors quand j'ai terminé, les gens ont applaudi. Ces femmes sont venues, madame, merci d'avoir parlé pour nous. Alors, elles n'osaient pas parler. Ce n'est pas seulement au Congo. Mais il faut que la femme s'élève. Il faut que la femme parle. Il faut que la femme qui est élue parlementaire s'exprime, donne ses idées. Elles ne sont pas là pour mettre la couleur. Pour gober n'importe quoi. Elles ne sont pas là pour être... Et quand on est là, quelque part, qui va servir la bière? Et la femme parlementaire sort pour servir la bière, qui va arranger la chaise. Mais non, nous sommes d'égal à égal. Quand vous venez chez moi, je vais vous servir la bière. Quand vous venez chez moi, je vais arranger les chaises. Mais ici, nous sommes égaux.
Alors la femme doit sortir ce qu'elle a, les compétences qu'elle a. Et si le gouvernement accepte ça, le Congo va aller de l'avant. Parce que la femme travaille avec son cœur. Oui. La femme, elle amène ses qualités de mère dans ce qu'elle fait. Je voulais ajouter quelque chose sur ce que madame vient de dire, parce que la question que mon confrère Roger avait posée, et je pense que vous avez essayé un peu de répondre aussi, moi je voulais en savoir plus, parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a eu le pouvoir, il avait dit ceci, non seulement ici en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs où il était passé, je l'ai vu en Belgique, en France et consorts, il a dit que les Congolais et Congolaises qui sont quelque part ailleurs, dans les diasporas, et il avait dit ceci, si vous avez une expertise quelconque, c'est-à-dire quoi, retournez au pays pour apporter votre expertise, et lui, ses bras sont ouverts pour recevoir tout le monde. Bon, vous avez quand même quelque chose à dire. Moi, je pense que vous avez aussi une expertise. Déjà, vous êtes accepté partout dans le monde. Pourquoi ne pas aussi cogner à la porte et rencontrer le chef de l'État et peut-être présenter votre mémoire pour dire que non, moi, pour mon pays aussi, je pense faire ceci, cela. C'est pas aussi une mauvaise idée que ça, parce que lui-même a crié haut et fort. Et il y en a qui sont aussi revenus, mais la plupart, il y avait que des gens qui ont pillé aussi le Congo. Il y en a qui sont revenus, voilà, et chef de l'État, moi je suis aux États-Unis, je fais ceci, cela, voilà les postes, et là, faites ici. Loin de dire que vous cherchez des postes, mais dire au moins que vous avez quelque chose quand même à donner aussi pour les Congolais. Mais oui, et puis nous-mêmes aussi, nous devons aussi vous protéger quand même. Vous êtes, je dirais même le capi, une pièce rare. Alors, vous savez, j'ai dit que j'ai reçu plusieurs prix au Canada. Oui. Le plus prestigieux, c'est le prix du gouverneur général du Canada, Affaires personnes. Parce que là, l'affaire personne, au Canada, on disait que les femmes n'étaient pas des personnes. Et on a lutté pour qu'on soit jusqu'à aller jusqu'en Angleterre pour qu'on reconnaisse que les femmes sont des personnes. J'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas, j'ai reçu le trophée de mois de l'histoire de Noir. Je ne suis pas partie chercher. Ce que vous faites, le gouvernement va écouter, le gouvernement et moi, va... Si vous n'êtes pas allé chercher, moi, oui, je ne suis pas allé chercher. Alors, je suis connue, on parle de moi, il y a des articles sur moi. Et le gouvernement aussi, il est au courant de ça. Si c'est souvient, si cette émission et qu'on voit, il y a une certaine femme qui a émergé au Canada, il y a un article que je vous ai envoyé, une femme d'exception dans l'innovation. Alors, même moi, mes partenaires, je les cherche. Alors, je ne sais pas comment, par quel autre créneau que je peux me faire chercher par le gouvernement qu'à travers vous, à travers les médias. À travers les médias. Je vais dire ici que non, peut-être le gouvernement est en train d'attendre le moment opportun. Mais si, moi je peux ajouter aussi, si le chef de l'État est entouré de bons conseillers, s'il a que des conseillers qui disent que non, oh il y a ça, parce qu'il y a des choses là, même nous qui passons à la télévision avec la dame, on peut voir, ok, chef de l'État, chef, il y a ça, j'ai vu ça. Mais ils ne sont plus là, ces genres de conseillers, il y a que des conseillers, non. Et l'autre a des carrés miniers, l'autre a fait ceci, l'autre a fait voilà. Comme on touche l'émission touche à sa fin, moi j'avais juste une petite question, je crois que c'est la dernière. Est-ce qu'il y a un problème de religion aussi qui vous prend la tête là-bas? Parce que, à moins que je me trompe, vous êtes chrétienne, vous acceptez, vous avez cru en Jésus-Christ, et lorsque, avec ces immigrants-là, l'affaire des religions aussi vous crée problème, même lorsque vous faites ces contacts, la religion aussi crée quoi? Bon, il y a un problème de religion, mais on est défendu de parler de religion dans le milieu de travail. Chacun peut exprimer sa religion de sa façon. Alors moi, en tant que le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, j'accepte toutes les religions, les femmes voilées. Ma comptable, c'est une femme voilée. Alors,
Oui, musulmanes. Elles sont, la plus 80%, 60% de ma clientèle sont de musulmanes. Les occultistes aussi. Oui, oui. Alors, chaque personne pratique sa religion. On ne peut pas aller dans la chambre à coucher de quelqu'un pour savoir ce qu'elle fait. Mais au travail, nous sommes là, on n'affiche pas nos religions au travail. Alors, sauf que la personne se retire comme les musulmans, quelque part aux toilettes pour faire sa prière, je ne veux pas la chasser pour ça. Je suis chrétienne, je prêche, mais la plupart de mes collègues ne savent pas. Parce que moi, j'utilise ma religion en dehors de mon travail. Voilà. Merci. Bon, Sonia, si vous allez continuer avec la fois, j'aimerais demander à maman Régine si elle peut nous aider à finir cette émission en nous parlant devant la caméra par rapport à la population congolaise. Qu'est-ce que, en grosso modo, peut retenir de votre parcours, ce que vous faites, que vous pouvez l'apporter comme apport, que ce soit à l'étranger ou ici, comme vous l'avez dit, le contact comme vous l'avez donné, mais un message clé pour l'entretien que nous avons pu avoir et qu'ils comprennent au moins Maman Régine et qui elle est dans quoi aussi. Alors la population congolaise de partout ailleurs ou du Canada? Parce que c'est toutes les Africaines qui vont vous suivre, donc de partout. Bon, moi, le message que je donne pour la population congolaise, je sais que le Congo, c'est un pays béni. Et le Congo a produit beaucoup de têtes, des gens, des intellectuels. Et quand j'étais en Afrique du Sud, tous les médecins congolais qui arrivaient là travaillaient. Et travaillaient très bien. Alors, mon message, c'est que on se tient pour l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays qui est l'avenir aussi de nos enfants. Nous devons travailler dur pour ce Congo-là. Et nous devons être des modèles. Des modèles dans le développement de nos compétences. Des modèles dans l'innovation. Des modèles dans tout ce qu'on peut faire. Si quelqu'un peut amener un message, un geste quelconque pour qu'on en finisse avec la guerre, ça c'est très bien. Il y a la guerre, il y a tout, mais soudons-nous la main dans la main et voyons ce Congo, ce grand Congo, pour que le Congo retrouve sa renommée. D'antan, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de faire, nous marcher dans l'honnêteté, dans la formation. Moi, j'ai passé toute ma vie à me former, nous comporter, que chacun soit un modèle chez soi et chez son voisin. Et nous allons nous tirer d'affaire et le Congo va être le paradis de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Mesdames et messieurs, c'est par ces termes que nous mettons un bonnet rouge à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Roger d'être là. Merci aussi à maman d'avoir accepté de vous incliner au principe de notre émission. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, au revoir et bonne suite des programmes à votre chaîne.